BFM Business, la dose bonus. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue pour la dose bonus cette semaine. Alors, je vais commencer par quelque chose que je trouve rassurant. Quand vous prenez une boussole, elle vous donne le nord. J'ai constaté que le nord n'a pas bougé et qu'il est bien à sa place, le nord. Alors évidemment, c'est ironique parce que je vous dis ça dans la mesure où finalement, avec un peu de recul, tout ce qui était prévisible se confirme. Si je vous dis le feu, ça brûle, vous serez plutôt d'accord. Si je vous dis l'eau, ça mouille, vous serez plutôt d'accord. Dans l'actualité, voilà, il y a des confirmations, des choses que l'on imaginait, que l'on avait annoncées et qui indéniablement se confirment de la même manière que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Donc confirmation, la guerre commerciale et le protectionnisme, ça plante l'économie mondiale. Waouh, surprise! Et alors là, on a eu la Banque mondiale. Elle a tout révisé à la baisse. La Banque mondiale, elle a revu la croissance de 2,7 à 2,3% pour 2025. 0,7 pour la zone euro, c'est pas BZF. 1,4 pour les États-Unis. Ils étaient au-dessus de 2 avant le déclenchement de la guerre commerciale. Donc oui, le protectionnisme est mauvais pour l'activité, mauvais pour les individus, mauvais pour la croissance économique. Et le commerce, c'est la dynamique de la croissance. Donc la Banque mondiale nous explique la situation. Écoutez, voilà, il y a eu des droits de douane, donc il y a de l'incertitude partout. Résultat, le ralentissement du commerce mondial est désormais confirmé. Et on a vu les fameux IDE, les investissements directs étrangers, 50% tout simplement sous leur niveau de 2008. Ce qui m'a frappé dans les conclusions de la Banque mondiale, on a toujours dit, ouais, c'est l'Amérique qui va trinquer la première. Ouais, en fait, les pays en voie de développement et les pays pauvres sont à l'évidence les principales et les pires victimes en fait de cette guerre commerciale, puisque le PIB est inférieur de 6% pour les pays pauvres aujourd'hui, comparé à avant Covid, et la croissance du revenu par habitant des émergents sera 100 points de base sous la moyenne de 2000-2019. En fait, cette partie du monde a profité de l'époque de la mondialisation heureuse, et ce coup d'arrêt qui a été provoqué par la guerre commerciale va lui coûter très cher, puisque la Banque mondiale considère que l'univers perdu depuis Covid 2020 jusqu'à aujourd'hui, ces pays-là devraient mettre environ une vingtaine d'années à relever la tête. Dans le même temps, on a eu la fête de New York qui nous a donné un petit tableau de ce qui se passe aux États-Unis. Là encore, confirmation, les choses se passent comme prévu. Donc l'indicateur avancé du marché du travail, bam, il s'est écroulé, les prix partent à la hausse, l'investissement recule, le vrai carburant en fait de l'activité, et on a revu à la baisse les intentions d'embauche. Pas de surprise non plus, les exportations chinoises au mois de mai, elles ont baissé de 34,5% en valeur vers les États-Unis. On n'avait jamais vu ça depuis Covid en février 2020. Et puis confirmation, la Banque de France, qu'est-ce qu'elle a fait pour la deuxième fois? Elle a révisé la prévision de croissance 2025 de la France à la baisse. Elle est partie à 0,9, elle est tombée à 0,7 et nous voilà à 0,6. Chaque fois qu'on recule, même de 0,1, ça veut dire qu'il y a des recettes qui étaient attendues qui ne seront pas là. Et évidemment, ça va mettre un peu les finances publiques en délicatesse, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Autre confirmation, on n'a pas le début de la queue d'une idée pour le budget 2026. On a eu des mots, des incantations, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Confirmation, comme prévu, les seuls éléments réels, concrets, les seules pistes un peu sérieuses que l'on peut presque toucher sont toutes fiscales. Là, on a eu l'histoire de la taxe Zuckman qui passait devant les sénateurs après avoir été votée par l'Assemblée au mois de février dernier, dans la mesure où elle inclut la taxation de l'outil professionnel. Évidemment, c'est une machine de destruction massive de l'économie productive. Rassurez-vous, ça n'est pas la taxe sur les riches qui verra le jour concrètement dans le budget 2026. Mais il y aura bien quelque chose sur la taxation des plus riches en 2026. Et alors les Échos ont eu quelques infos. J'ai regardé cette taxe anti-optimisation. Vous prenez tous les éléments constitutifs de cette taxe, mais c'est vraiment la réincarnation de l'ISF canal historique qui a disparu en 2017 avec la création de l'IFI, qui ne portait que sur l'immobilier. Donc taxe Zuckman, fiscalité. Je parle que de cette semaine, parce que si je remonte les semaines suivantes, c'est pas 7 minutes qu'il me faudra, c'est un quart d'heure. La taxe anticorruption, tiens, on a eu un coup de hache prévisible dans la niche fiscale de l'emploi à domicile. Vous savez que quand on baisse de la dépense fiscale, ça a le même effet qu'une hausse d'impôts. On a eu aussi Ouest France qui a dévoilé les premières conclusions des hauts conseils pour savoir comment on allait faire des économies de dépenses sociales. La première conclusion des 3 hauts conseils, c'est de dire qu'il va falloir trouver plus de recettes. Oui, trouver plus de recettes, généralement, c'est par des solutions fiscale. Et j'ai regardé depuis Barre 1976. Vous prenez Mauroy 1983, Juppé 1984,
2015, Fillon 2011, Hérault 2012, Valls 2014. À chaque fois, c'est des moments où on fait, bon, vous appelez ça de la rigueur, de l'austérité, peu importe les termes, ce sont des plans de redressement de l'économie française. Eh bien, à chaque fois, c'est passé par une hausse des prélèvements obligatoires et notamment une hausse des cotisations sociales. Et puis encore une fois, confirmation, quand on n'a pas le début de la queue d'une idée, on vous sort les formules magiques, les recettes éternelles. Alors on entend parler d'année blanche, on entend parler tous les jours de TVA sociale, on entend maintenant donc revenir le rabot sur les niches fiscales, on entend qu'on va décupler nos efforts incroyables en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale, alors que ça fait des années qu'on est à un taquet de sommes recouvrées et qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Et puis évidemment la grande promesse qu'on va faire le ménage historique dans les agences et opérateurs d'État. Et Amélie de Montchalin répète une fois de plus, elle aussi, que le financement de la protection sociale repose trop sur le travail. Alors elle ne confirme pas qu'on va utiliser la TVA. Certains d'ailleurs préféreraient utiliser la CSG. Mais, désolé, c'est du prélèvement obligatoire et c'est de la fiscalité. Alors, il y a une bonne surprise cette semaine, c'est l'espèce de compromis qui se dessine sur le conclave pour les retraites. On a un peu dit pique-pendre quand même sur les partenaires sociaux et sur ce conclave. Oui, sauf que là, il y a des éléments constitutifs d'un compromis qui pourrait intervenir assez vite. On ne parlerait plus d'un retour à 62 ans, donc ça resterait 64. Le MEDEF est en train de lâcher sur un sujet sur lequel il ne voulait pas lâcher en introduisant, enfin en réintégrant 3 critères de pénibilité. Le calcul de la pension des femmes pourrait être modifié en reposant sur les 23 ou 24 meilleures années et pas les 25 meilleures années. Et il y a l'idée que l'âge d'annulation de la décote, ce serait plus 67 ans, mais 66 ans. Alors, on ne parle pas pour l'instant de capitalisation, on verra ce qu'il y aura dans le document final, dernière réunion le 17 juin, mais c'est un peu une surprise pour moi parce que je me dis qu'ils ont bossé, je me dis qu'ils ont réfléchi, je me dis qu'ils ont composé entre syndicats de salariés et syndicats de patrons, et peut-être qu'on pourra faire un bilan de ce conclave qui est plutôt positif, alors qu'on avait le sentiment que ça partait mal. Je termine avec 3 chiffres chocs cette semaine. Le reste à charge en matière de santé, on savait qu'on avait le plus bas du monde. Eh bien, Malakoff Humanis a compilé la part sécu et la part mutuelle. Le panier moyen de soins d'une personne en France par an, c'est 1 095 €. Eh bien, sur ces 1 095 €, cette personne a un reste à charge de 147 €. Donc on a encore une fois le record du monde, du reste à charge le plus bas du monde en matière de santé. Deuxième chiffre de la semaine, il vient de FIPECO, l'incroyable site de François Ekal, la Bible sur les finances publiques, qui nous confirme qu'entre 1997 et 2022, c'est-à-dire 25 ans, un quart de siècle, le nombre de fonctionnaires en France a progressé de 1 million de personnes. Et puis il y a eu bien sûr la bombe explosive, le rapport du corps qui a évoqué la nécessité, quoi qu'il arrive, pour essayer de tenir financièrement le système de retraite, eh bien de reculer l'âge de départ à 66 ans et demi en 2070. Je vous assure que ce chiffre ne passe pas. Merci de nous avoir suivis. C'était la dose bonus. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, cette chronique est évidemment disponible sur tous les supports dont vous avez l'habitude. La dose bonus sur BFM Business.